Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille? Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante jour après jour? Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr, sortie officielle le 2 juin chez Erol Éditions. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Alice et Vincent, un jeune couple rayonnant. Ils sont mariés depuis 4 ans et sont parents d'Isaac, petit bonhomme de 2 ans. À sa naissance, ils apprennent qu'Isaac est un petit gourmand en chromosomes. Alice et Vincent expliquent avec simplicité ce qu'ils ont mis en place dans leur quotidien pour préserver leur couple et ne pas se laisser embarquer dans une parentalité étouffante. Comment demeurer un couple lorsque l'on devient parent d'un enfant extraordinaire? Telle est la question à laquelle nous allons réfléchir dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Donc on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec Alice et Vincent qui viennent avec nous parler aujourd'hui de leur vie de couple avec un enfant différent, leur petit Isaac. Et donc voilà, je vais les laisser se présenter à vous. Bonjour Alice, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue, on est très heureux de vous avoir au micro. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour savoir que nos auditeurs vous connaissent un peu plus? Donc moi, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, je travaille à mi-temps avec Vincent. On a un projet ensemble pour les jeunes dans l'église de Lyon. Et mon autre mi-temps, c'est que j'ai créé une association sur la trisomie qui s'appelle M21. Donc voilà. Donc je travaille, je suis mariée à Vincent et je suis maman. J'aime beaucoup la signification. Je travaille, je précise. Donc Vincent, j'ai bientôt 32 ans et ça me fait une claque de le dire. Ouais, ça me fait une claque. Donc voilà. Et moi, donc on travaille ensemble à mi-temps sur le mouvement des jeunes Focus à Lyon. Et à côté, je suis réalisateur et photographe à mon compte. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre histoire d'amour, votre histoire de couple? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Il y a combien de temps? Ouais. D'où vous venez tous les deux? Il y a 2 versions. Il y a 2 versions. Oh, tu veux laquelle? La vraie ou la fausse? Ouais, la plus cocasse. Alors, du coup, la vraie, c'est moi. En fait, à l'époque, je travaillais dans une boîte de production vidéo qui réalisait les clips des frères d'Alice qui ont un groupe de musique. Donc là, on est en 2014. Et donc, ouais, on est en 2014. Et donc, je descends à Lyon, j'étais à Paris et voilà, je rencontre pour la première fois Alice qui, à cette époque-là, a le côté ici des cheveux rasés. C'était à la mode à cette époque-là. J'étais pas une punk, mais les gens ils vont se dire mais c'était une SDF. Non mais j'étais pas une punk, j'étais dans la communauté de l'électro et donc quand on sortait en boîte, bah voilà, c'est vrai qu'on se rasait un peu les cheveux. Enfin voilà. Bon, bref. Et donc moi je trouvais ça assez marrant et donc c'est un peu comme ça. Moi j'avais envie de connaître un peu plus Alice parce que je la trouvais vraiment mignonne et la seule façon que j'avais pour avoir du lien avec elle, c'est que j'allais vers elle et je lui touchais les cheveux rasés là et je disais mais qu'est-ce que t'as fait? Et donc moi ça m'a absolument énervée, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il est con ce gars. Et donc là pas du tout coup de foot quoi. Et non en fait on s'est revus 6 mois après. Non et puis surtout à ce moment-là j'étais vraiment pas du tout dedans, j'avais un copain, enfin bon, bref. Et on s'est revus 6 mois après. Voilà. Et là voilà quand on s'est revus. Tes cheveux avaient poussé? Mes cheveux avaient poussé. Attends mais tu sais que c'est ça a mis longtemps hein.
Et Ça a mis il y a eu longtemps. des barrettes et tout, hein. Et donc voilà. Et quand on s'est revu 6 mois après, pareil, du coup, sur un autre clip. Et là, ouais, là, vraiment, ça a été le coup de foudre. Et en fait, on a commencé à se parler après, du coup, via Facebook. Et en fait, on s'est dit, bon, en fait, on fait que se parler tous les soirs, toutes les nuits. Il faut qu'on se voit en vrai. Et voilà. Et en fait, quand on s'est vu en vrai, ben, voilà, ça a été, moi, je me souviens, on est allé au restaurant, on s'était pas encore embrassés et on partait au restaurant tous les deux dans le tram. Et j'ai senti dans mon cœur, c'est une évidence. Enfin, voilà. Genre, quand j'étais avec lui, je me sentais bien. Il y avait une espèce de fluidité, de simplicité que j'avais jamais connue dans mes autres relations. Voilà. Pour moi, c'était simple et du coup, c'était bon. C'était agréable. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, quand on était ensemble, c'était comme tu dis simple et c'était un bon moment, on était bien et on avait les mêmes sujets de conversation, on avait les mêmes rêves et donc ça fitait, comme on dit aujourd'hui, ça fitait bien. Donc c'était agréable. Et puis en fait, c'est vrai que c'est allé assez vite au final après, hein, parce que 2 ou 3 rendez-vous. ouais, voilà. Ok. Donc vous êtes restés ensemble combien de temps avant de vous marier? Alors on est sortis ensemble le 7 février 2015 et on s'est mariés le 7 juillet 2018. Donc tu vois, 3 ans. Ouais. 3 ans pour vous préparer à la vie à deux. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Sachant que très rapidement on a habité ensemble. Oui, on a habité ensemble avant le mariage. Assez rapidement, en fait. Au début, Vincent devait chercher un appart à Lyon. Moi, j'avais mon appart. Il devait chercher un appart. Donc, j'étais juste censée le loger 2 semaines. Mais en fait, comme on s'est rendu compte qu'on s'entendait très bien, ça nous a fait marrer. On s'est dit, bah, non. Enfin, moi, je lui ai dit, va pas chercher un autre appart. En fait, c'est cool. Et à ce moment-là, ça a été bien parce qu'en fait, dans notre église, il y a des couples plus âgés avec qui on s'entendait hyper bien, qui nous ont dit, faites attention, vous vivez ensemble avant le mariage, c'est super, mais faites attention de ne pas vous installer là-dedans. Donc nous, on va vous accompagner, on va vous suivre. Et donc très rapidement, en fait, on s'est vite fait accompagner dans notre couple, dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on projetait, et on a fait rapidement un parcours qui s'appelle Alpha Duo. Donc ça, c'est un parcours pas chrétien, vraiment qui est en mode, on prend 7 mercredis de suite, et là, on va parler des sujets en gros dont on parle pas avant le mariage, quoi, genre la communication, la sexualité, l'argent, la belle famille, l'héritage familial, enfin voilà, et les sujets qui fâchent. Et ça, pour nous, ça a été hyper formateur, hyper constructeur, hyper fort. Et en fait, aujourd'hui encore, on voit les fruits de ça, du coup, de la solidité de notre couple, en fait. Ouais, vous avez vraiment pris votre préparation à la vie à deux au sérieux, quoi. Vous êtes donné les moyens. Et sûrement, j'imagine, quand on va savoir la suite, tu vois, on se dit que c'est jamais pour rien, en fait, ces choses qui tombent dans notre vie, mais vous avez dû comprendre derrière pourquoi vous avez été amené à autant préparer votre vie à deux, parce que derrière, il allait falloir être costaud, quoi. Ouais, et en fait, quand on y repense, et sur le moment, c'était une évidence. C'est-à-dire que c'était pas des contraintes de se dire, oh là là, il faut absolument faire ça pour notre couple. C'était, en fait, on en a besoin et cool, il y a ça, bah allons-y parce que je pense qu'on en a besoin. Et on a très vite compris qu'en fait, on avait vraiment besoin. Et donc, et ça nous a beaucoup aidé pour la suite de notre vie de famille. En fait, même avant de se marier, on était marqués par des couples autour de nous qui souffraient et qui étaient plus âgés que nous, ou alors qui avaient le même âge que nous et qui étaient déjà mariés, qui avaient déjà des enfants. Et en fait, pour nous, c'était vraiment, comme tu dis, une évidence que on voulait absolument prendre soin de notre couple et de dire, en fait, on se marie là parce qu'on est fou amoureux, on a des papillons dans le ventre, c'est génial. On sait qu'un jour ça va s'arrêter. Et comment on va réagir quand ça va s'arrêter? Et comment on va réagir quand on aura des grosses épreuves et tout? Et pour nous, ce qui a été très fort, c'était à notre prépa mariage de voir des couples qui avaient 50 ans et qui étaient face à nous et qui nous disaient, mais en fait, vous allez être heureux sexuellement à 50 ans. Et vous allez continuer de vous aimer. Et vous allez continuer d'être amoureux si et seulement si vous mettez les bonnes bases. Et pour nous, ça a été ouf. Tu vois, parce que t'as pas forcément des gens autour de toi qui sont inspirants dans leur couple. Et pour nous, la prépa mariage, c'était absolument dingue de rencontrer des couples qui étaient âgés, qui avaient passé des grosses tempêtes, qui avaient passé des grosses épreuves et qui, en fait, non seulement ça les avait pas fait s'arrêter, mais en plus ça les avait fortifiés. Et donc voilà, moi je me suis dit, bah ça c'est mon idéal. Et j'avoue que du coup, on a mis le paquet avant de s'engager, de se faire accompagner, de confier notre couple, de parler à des couples inspirants, de nous entourer de couples qui avaient réussi. Enfin voilà. Ouais, mais oui. Et aujourd'hui, vous voyez, enfin, le pourquoi et ce que ça a joué dans la suite de votre histoire, ce qu'on va le dire du coup. Justement, là, on voulait savoir un peu comment pour vous ça s'est passé l'arrivée d'Isaac dans votre vie. Enfin, comment il est venu impacter votre vie de couple justement. Isaac est arrivé du coup le 4 mars 2020. À la naissance d'Isaac, en fait, 2 heures après son arrivée, les médecins nous ont dit, votre fils a des signes qui tendent vers la trisomie 21. Donc, à ce moment-là, c'est un choc pour nous.
Parce que pendant 9 mois, on se prépare en fait à avoir un enfant qui arrive et puis on l'idéalise, on dit que c'est un enfant parfait. Enfin, on se fait une projection d'un enfant parfait. À ce moment-là, l'enfant parfait, Isaac, il a pris cette projection et il nous l'a défoncé à coups de pied, quoi, dans un ballon. Et tant mieux d'un côté parce que c'est, je pense, le travail que tout parent doit faire. Mais nous, c'était d'un coup. C'est pour ça que ça a fait mal. Après, on n'a pas vécu les choses au même moment, et donc c'est aussi parce qu'on sait qu'on est une équipe entre nous que, en fait, il y a des moments où l'autre a besoin qu'il soit là pour l'autre, en fait. Et moi, j'ai tout de suite réagi. Je sentais dans mon cœur que c'était officiel. Et pour Alice, c'était un déni. C'était non, c'est impossible. Ça peut pas nous arriver. Donc non, il se trompe complètement. L'hôpital nous veut du mal. Donc non, non. Et en fait, ce qui était chouette pour nous, c'est que du coup, quand moi j'ai craqué, Alice était là pour moi et elle a écouté et elle m'a encouragé, soutenu. Et moi, j'ai pu faire mon travail d'acceptation. Et quand il y a eu la réponse officielle, 3 jours après, moi j'étais déjà préparé et Alice n'était pas du tout préparée. Et là, ça a été l'inverse. C'était Alice, prends ton temps et on va avancer ensemble et ça va le faire, quoi. En fait, quand on se déplace en conférence, on a toujours cette question sur le couple. Comment vous avez fait pour tenir? En fait, je crois que ça, c'est aussi les fruits de toutes ces bases qu'on a mis ensemble avant pour se préparer, qui nous ont appris des choses fondamentales dans le couple et qui sont pas forcément une évidence, l'empathie et la compassion. Et en fait, de développer l'empathie entre nous, ça fait que quand on est en décalage émotionnel, on arrive maintenant à s'écouter. On arrive à entendre ce que dit l'autre. C'est-à-dire, OK, dans cette situation, tu ressens pas comme moi. Mais j'accepte et j'accueille que tu ressentes pas comme moi. Et qu'est-ce que tu ressens? Au lieu de s'énerver et au lieu d'être frustré et au lieu d'être sur soi, de dire mais écoute-moi parce que dans cette situation moi je ressens ça. En fait, ça on peut réagir comme ça. Mais du coup, ce qui est beau quand on développe l'empathie, c'est de comprendre que l'autre en fait, il en est pas au même stade. Et donc c'est ça, je crois, qui a développé beaucoup de tendresse entre nous et qui à la maternité nous a permis de tenir. Et moi, en tout cas, d'accepter, d'avoir la patience que j'en étais pas au même stade que Vince et Vince il n'était pas au même stade que moi. Et quand lui il était effondré, moi de pas être en colère, de dire mais t'es vraiment un con et voilà comme on peut le faire des fois. J'accepte qu'en fait là tu ressens ça et moi je ressens pas ça, mais je vais essayer de comprendre et de me mettre à ta place en fait. Et donc là à la maternité on a commencé effectivement à acquérir les fruits de tout ce qu'on avait mis en place pour notre couple et qui fait que oui on a eu un gros décalage émotionnel, mais au final à chaque instant on a réussi à se soutenir et on a réussi à se dire en fait pendant notre prépa-mariage, on s'est dit qu'on voulait être une équipe. Le jour de notre mariage, on s'est dit qu'on voulait être une équipe. Là, il faut qu'on soit une équipe. Et après, une autre chose, c'est que tout ce temps de préparation qu'on a fait avant, en fait, il y a des questions auxquelles il y a des questions qu'on doit se poser. Par exemple, est-ce qu'on veut combien d'enfants on veut? Est-ce que si notre enfant, il est porteur de handicap ou s'il lui manque un bras ou s'il lui manque une jambe, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on n'y pense jamais. Mais en fait, nous, on s'était posé cette question grâce au parcours qu'on avait suivi. Et la réponse, elle était évidente chez nous. C'était quoi qu'il se passe, on accueille. La phrase, elle est très simple à dire, mais le jour où ça arrive, l'assumer, elle est plus difficile. Mais elle a déjà été posée cette question, elle a déjà été mise sur la table cette phrase. Et ça a permis on était ensemble, on était raccord parce qu'on avait décidé ensemble il y a des années de ça que oui, s'il se passait telle situation, on fait comme ça. Et c'est beaucoup plus facile d'assumer comme ça. Ouais. Du coup, est-ce que vous vous êtes surpris tous les deux dans votre façon de réagir? Est-ce que vous avez découvert quelque chose que vous n'aviez pas soupçonné chez l'autre? Est-ce que ça a révélé en vous de nouvelles compétences, une nouvelle façon d'être à laquelle l'un l'autre vous ne vous attendiez pas? C'est une bonne question ça. Waouh. J'étais pas prête. Il y a du niveau sur Regard du couple, attention. Je sais que pendant toute la grossesse, Alice était en mode même manière, on n'aura pas d'enfant handicapé, donc arrête d'avoir le stress de ça. Et vraiment, c'était vraiment une affirmation comme ça. Et donc c'est vrai que quand je voyais même pendant la maternité qu'elle était dans le déni, je m'inquiétais énormément de qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va être officiel. Parce qu'en plus, Alice n'est pas proche de personnes handicapées dans le sens où elle en a pas beaucoup vu dans sa vie. Et en fait, c'est vrai que moi, ce qui me marque beaucoup, c'est la mère qu'elle est envers Isaac et tout l'amour qu'elle lui apporte et la façon dont elle a de s'émerveiller tous les jours de ce qu'il peut faire. Et ça, depuis qu'on est sorti de la maternité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille et que je trouve qu'elle m'impressionne là-dedans. T'es gentil. On valide la réponse là. Ouais. Alice, t'as la pression. Ouais, c'est ça. Non, moi je dirais
Ce qui me touche beaucoup chez Vincent, c'est son implication quotidienne permanente et la fierté qu'il a d'être le papa d'Isaac. Et surtout, c'était encore une discussion qu'on avait hier soir sur en fait notre volonté de faire passer notre famille en premier. C'est-à-dire, tu vas pas boire une bière 4 fois par semaine, tu vois, avec tes copains quand t'es papa. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je reconnais que Vincent, ça me touche parce qu'il est pas comme ça. Parce que il est là, il est présent, il m'aide et on bâtit notre famille et notre couple d'une telle manière que la charge mentale ne repose pas sur moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui porte toute la famille, c'est pas moi qui porte tout le couple, c'est pas moi qui porte Isaac, c'est nous deux. Et ça, c'est quelque chose qui du coup est naturel chez nous. C'est quelque chose qui, voilà. Et en fait, en parlant avec mes amis, je remarque que souvent, en fait, quand je rentre à la maison, je dis à Vincent, putain, t'es vraiment ouf, en fait, comme mari, et t'es vraiment merveilleux. Parce que des fois, c'est vrai que quand je parle avec des copines, des amis ou même des connaissances, enfin, des fois, je suis effrayée par le manque d'implication des hommes, comme bien ils sont à l'ouest, et comme c'est naturel, des fois, que tout repose sur la femme. Et donc ça, je reconnais que Vincent me surprend dans ce sens-là. En tout cas, moi, ça m'émerveille et j'ai de la chance que effectivement, c'est un papa et un mari super et il est impliqué et il est là et il s'occupe d'Isaac autant que moi. Et d'ailleurs, ce week-end, je suis partie en Suisse. Et je suis rentrée, Vincent m'a dit cette très belle phrase. Il m'a dit, c'est cool parce qu'en fait, quand t'es pas là, Isaac, il est pas angoissé. Il est avec moi comme il est avec toi. Et donc ça, je trouve que c'est chouette, c'est qu'on arrive à créer dans le cœur d'Isaac que Vincent est aussi important que moi et toute sa paix ne repose pas sur moi. En gros, il est pas en détresse quand je suis pas là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est cool parce que du coup, ça permet à Vincent, je trouve, de trouver une belle place en tant que papa. Alors oui, et en fait, il a pris la place, mais il a pris la place aussi que tu lui as laissé prendre parce que tu dis, tu vois, tes amis ou toi, tu trouves en tout cas que leurs hommes, les pères ne s'investissent pas suffisamment, mais quelle place, tu vois, est-ce qu'elles leur permettent de prendre? Parfois, c'est ça, tu vois, c'est ce côté de la maman, vouloir tout maîtriser, surtout tout ce qui concerne les enfants. Pour peu que le père travaille un peu plus, soit un peu moins présent à la maison, on prend tout en charge et puis on s'en fait un devoir. Et du coup, le père, il a beaucoup plus de difficultés à trouver sa place, tu vois, la confiance qu'on lui accorde, de quelle façon effectivement on accepte de partir un week-end en lui laissant. Moi j'ai des amis, pour elles c'est hors de question de partir un week-end en laissant les enfants à leur mari. Moi je dis mais quand même, enfin c'est leur père. Mais en fait effectivement si dans le quotidien tu laisses pas cette place, c'est difficile. Donc lui a pris aussi une place, tu vois, que tu lui permets de prendre. Non, c'est sûr, c'est intéressant ça pour le coup. Ce que je disais à Alice ce week-end, je lui ai dit en fait c'est quelque chose qu'on a fait même dès la première année. Il se trouve que après la naissance d'Isaac, après le confinement, tout ça, Alice avait un petit coup de moins bien et elle avait besoin de prendre un petit temps de retraite. Donc Isaac, il a 4 mois ou 3 mois à ce moment-là. Donc je dis mais il y a pas de souci, en fait, prends les 3 jours. C'est sûr que sur le moment, il y a un petit coup de stress de ma part de dire oh là là, c'est la première fois que je vais me retrouver seul avec mon fils, mais d'un côté une grande fierté de dire je vais m'occuper de mon fils et tu vas voir comme ça va être un truc de fou quoi. Et ce que je disais à Alice ce week-end, c'est que en fait, il faut qu'on s'accorde dans l'année des temps de week-end comme ça où l'un profite de faire quelque chose qui le passionne, ou que ce soit pour son métier ou pour quelque chose comme ça, et que l'autre puisse dire j'ai 2 jours ou 3 jours avec mon fils, et que ça soit un moment vraiment unique, quoi. Et aussi les week-ends à 2. Et après qu'on ait des week-ends à 2, ça c'est plus compliqué ici. Évidemment. Ce que je trouve génial à vous entendre, c'est que vous l'avez dit très bien, c'est les mêmes problématiques que tout parent peut avoir quand vous parlez même un peu du deuil de l'enfant parfait. Là, ça va être peut-être fulgurant, mais ça va être des problématiques que tout parent effectivement vont pouvoir trouver, même l'équilibre vie pro, vie perso et puis même vie intime, mais avec une intensité peut-être d'autant plus importante chez vous qui peut-être vous amène à développer encore plus rapidement des ressources et des compétences. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous écouter. Et justement, là, aux personnes qui nous écoutent, comment vous arrivez à trouver cet équilibre? Là, vous parlez des temps à 2 que vous vous accordez. Comment au quotidien vous arrivez à ne pas être envahi totalement dans cette sphère de parents, en fait, qui doit être peut-être d'autant plus importante avec un enfant qui a des forts besoins? Comment vous arrivez à trouver cet équilibre pour votre vie de couple et puis aussi pour votre vie intime et personnelle? C'est des questions qu'on remet à chaque fois sur la table assez régulièrement, quoi. Parce qu'on pense que là, on a trouvé le rythme, et puis en fait, il se trouve que on se lance dans de nouveaux projets, puis en fait, on est pris encore une fois par le rythme du travail ou par parler, ouais. Et donc, je me souviens que tout à l'heure, Alice parlait de la charge mentale. Je me souviens qu'il y a eu un moment, une période où Alice avait beaucoup plus la charge mentale de notre vie de famille et vie d'Isaac. Et je me souviens que à ce moment-là, on a mis en place quelque chose. C'est le dimanche soir,
au moment du dîner, tous les deux, on met les agendas et on regarde et on fait le point. Parce qu'il faut savoir quand même pour notre vie de famille, en fait, Isaac, il a 2 rendez-vous, voire 3 rendez-vous par semaine, soit chez le kiné, un rendez-vous chez la kiné, un rendez-vous chez l'ortho, et parfois ça peut être un rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital ou quelque chose comme ça pour faire une vérification. Donc ça fait des moments où en fait notre rythme va faire avec Isaac, et donc il faut qu'après on puisse arranger notre travail. Alice a lancé son association M21 cette année, donc il y a beaucoup de choses où elle a envie de se lancer dans des projets, elle est appelée dans des congrès, des trucs comme ça. Donc, et puis moi j'ai des tournages qui tombent à une période et c'est pas prévu. Enfin bref, il n'y a pas une semaine qui se ressemble comme une autre. Donc on doit toujours poser et revoir les choses. Et voilà, je dirais que c'est surtout beaucoup de communication entre nous et voir aussi est-ce que tout le monde est épanoui dans cette semaine-là ou dans ce mois-là. Et effectivement, moi je dirais que les rendez-vous amoureux, les rendez-vous intimes, les rendez-vous pour nous, en fait, ça peut paraître pas sexy au premier abord, mais en fait, ça se programme. Et quand on a une vie très chargée, quand on a une vie remplie, quand on travaille, non, il faut pas croire qu'en arrivant le soir du boulot, ouais, ça va être trop bien, on va coucher, on va avoir un super moment love. Non, pas du tout. On est fatigué. Pour peu qu'on se prenne la tête en rentrant du boulot, on n'a pas envie de passer du temps en mode love. Voilà. Et donc, par contre, moi, effectivement, nous, on développe ça avec Vin. C'est de se programmer ces déjeuners dans la semaine où, allez, ben là, on va se prendre un déjeuner à 2, on va aller bouffer au resto. Ça nous évite de payer une babysitter le soir. Isaac, il est à la crèche. Et ben, trop bien. On va faire ça sur le temps d'un midi. Et ben là, on va se prendre un petit temps amoureux. Allez, on dégage 2 heures, on part quelque part. Enfin, voilà. En fait, faut le programmer parce que non, moi, j'ai désidéalisé le fait que ça coule naturellement dans notre vie de routine. En fait, non, prendre soin de notre couple, c'est pas naturel dans notre routine parce que effectivement, on travaille beaucoup. En tout cas, nous, on travaille beaucoup. Il y a pas tout le monde qui vit comme nous, mais de fait, nous, on travaille beaucoup, donc on apprend à programmer ces temps-là. Et en fait, c'est tout aussi chouette là pour mon ami. Il m'a payé une journée. On s'offre une journée dans l'année où genre on va se faire masser, ça va être trop cool quoi. Et ça voilà. Et puis là pareil, le week-end de l'Ascension, on va laisser Isaac et on va se faire un week-end en amoureux juste tous les deux, juste 2 jours. Voilà, en fait, il faut programmer ces temps-là et il faut beaucoup se parler. Il faut beaucoup communiquer sur est-ce que notre vie elle nous convient, est-ce que ça nous va, est-ce que notre vie de travail elle nous va, est-ce que voilà. Et l'autre chose que je voudrais rajouter aussi, c'est depuis qu'on a Isaac, on a arrêté les copains la semaine. Parce que on travaille beaucoup, on est fatigué et il faut qu'on soit là pour Isaac le soir. Donc les copains, c'est le week-end. Et c'est très très rare effectivement qu'on ait des dîners en semaine ou qu'on accepte les dîners la semaine parce qu'en fait on a une vie où non on peut pas se le permettre en fait quand on passe notre vie en voiture dans les embouteillages, dans les rendez-vous médicaux le soir en fait à 21h moi il faut que je dorme. Je suis une énorme dormeuse et en fait moi si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, je suis pas bien. Donc ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai intégré et que je sais. Et donc pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé mentale aussi, il faut que je dorme. Et ça, Vincent, il le sait. Donc en fait, il faut équilibrer notre vie de famille autour du bien-être de chacun. Donc, qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous convient. Et donc beaucoup communiquer. Moi, je rebondis tout de suite. Ce que la phrase hyper importante, c'est tu dis il faut organiser autour du bien-être de chacun et pas autour du bien-être d'Isaac. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait énormément entendre dans les familles où il y a un enfant différent. C'est que tu vois, tout va tourner beaucoup autour de lui et il va y avoir cette tendance peut-être à tout donner pour cet enfant et limite à se sacrifier. Mais en fait, ce que je trouve ça beau. Enfin, moi, je vous suis sur votre super compte Insta et c'est vrai qu'on voit que vous vivez autant pour lui que pour vous deux et que pour vous et on sent pas du tout une frustration vous voyez de quelque chose auquel que vous devriez abandonner juste pour Isaac et on n'a pas c'est à la fois très beau, on sent l'engagement pour lui évidemment pour prendre soin de lui, pour le faire progresser, mais en même temps, on sent pas que vous sacrifiez tout pour lui. Et ça je trouve ça très beau et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour déculpabiliser tu vois les parents, les pères, les mères qui auraient cette tendance à se dire bon ben voilà, en fait ma vie elle s'arrête. On a eu cet enfant. Aujourd'hui, je vais tout donner pour lui. Et je vais me sacrifier pour lui. Mais en fait, je pense que Isaac, lui, il est bien parce qu'il sait, il le sent. En plus, c'est un enfant, je pense qu'il ressent beaucoup les choses, qui est très sensible. Il sent que vous êtes bien. Donc, ça l'aide à aller bien, en fait. Ouais, c'est une phrase que je dis souvent. C'est vous voulez un enfant heureux, soyez heureux vous-même. Et c'est la réalité. En plus, tu le dis, Isaac, il sent encore plus les émotions parce que pour la trisomie 21, c'est quelque chose qui est vachement développé. Il ressent fortement les émotions des gens. Et donc, oui, nous, on a besoin chacun de prendre notre temps. Tu vois, par exemple, moi, il y a 2 ans, je me suis aperçu d'une chose.
il y a 1 an et demi, et je me suis aperçu qu'en fait, avec Isaac, comme je me levais le matin pour lui, après j'allais au boulot, après je rentrais, j'allais chercher à la crèche, ensuite je rentre, et après on fait le repas, et après je vais me coucher. Donc j'ai 0 temps pour moi, quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc je me suis dit, je vais me lever plus tôt, et tu vois, je me lève à 6h du mat, et de 6h à 7h30, j'ai mon temps à moi, perso, où je vais marcher, je vais prier, enfin, faire des choses qui sont propres à moi, je peux aller faire du sport, enfin voilà. Et au moins, quand j'ai passé ma journée, je sais que j'ai eu mon temps pour moi, j'ai eu mon temps avec Isaac, j'ai eu mon temps avec Alice, et j'ai eu mon temps pour le travail, quoi. Et moi, la grande révélation que j'ai eue dans ma vie de maman, c'est que j'ai entendu une phrase qui m'a énormément percutée, c'est votre enfant n'a pas besoin d'une maman disponible, votre enfant a besoin d'une maman vivante. Et moi, ces temps-ci, j'avais tendance à beaucoup culpabiliser sur le fait que je travaille beaucoup. Et en fait, non, je me suis dit, mais en fait, si moi, ça me rend heureuse, Israël qui va être heureux. Et donc effectivement, des fois, je me dis, des fois, c'est vrai que je peux paraître pour une mère peut-être un peu égoïste parce que c'est vrai, je pense à moi. Je vais me faire une manicure, je vais chez le coiffeur, je m'offre ça parce que je travaille pour ça aussi, que je gagne ma vie aussi pour ça. Je gagne ma vie pour la manicure. Non, je rigole. Et en fait, attends, il y a des bases, il y a des bases. Enfin, non mais enfin. Non, et du coup, c'est vrai que ces temps-là, en fait, c'est tellement précieux. Ça paraît rien, mais c'est précieux. Et c'est vrai que si je veux qu'Isaac soit heureux, en fait, je dois être heureuse. Et si je veux rendre Vincent heureux, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je sois bien dans mon corps. Il faut que je sois bien avec moi-même. Et tout ça, ça va participer au fait qu'en fait, tous les trois, on est heureux. Et il y en a pas un qui est effectivement sacrifié ou mis de côté. Ça, c'est très important. Et je crois que ça, c'est une idée qui est fausse sur quand on a un enfant différent, on se sacrifie. C'est absolument faux. C'est pas vrai. On fait des choix. Oui, mais c'est quelque chose que vous avez entendu, des remarques qu'on a pu vous faire ou pas? Mais oui, c'est sûr, tout le temps. Et puis, dans le milieu du handicap, on en côtoie plein. Et c'est vrai que c'est terrible parce que la vie, c'est des choix. Tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis ce que tu veux devenir, tu choisis comment tu veux que ton couple soit, tu choisis comment tu veux que ton foyer soit. Et c'est des choix et c'est des décisions à prendre. Et la tentation qui nous guette toutes en tant que maman d'enfants différents, c'est le sacrifice tout le temps pour l'enfant. Mais ça, c'est terrible. Et toi, en fait, tu existes en tant que personne, en tant qu'identité. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Voilà. Après, je pense à toutes les personnes qui ont des enfants différents, mais beaucoup plus. On va se dire la vérité. Isaac, la trisomie 21, c'est quelque chose de très soft pour nous. Après, on a quand même des amis qui ont des enfants polyhandicapés, parce qu'on est toujours les parents avec un enfant différent. Et c'est sûr qu'il y a des parents et des familles, parce que j'en connais, où ça peut être beaucoup plus compliqué, où c'est plus chargé, où le programme est plus. Oui, mais même celles qui ont des enfants mais c'est ce que j'allais dire. Après, c'est toujours la tentation. Il faut faire gaffe à pas être dans le sacrifice de sa personne. Elle nous le confie aussi, c'est clair. Et voilà, il faut se prendre soin de soi et prendre soin de son couple. Ouais. Je pense que c'est un conseil qu'on peut retenir aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour tous les couples aussi, cette idée de faire le choix de prioriser son couple, que c'est aussi une histoire de volonté, c'est pas qu'une histoire, comme tu as pu le dire Alice au début, de papillon dans le ventre, et une fois que c'est parti, il y a plus rien, mais comment on fait le choix d'aimer et de faire durer notre couple. Et ça, je pense que c'est vraiment un message qu'on veut faire passer sur ce podcast et dans nos travaux avec Swazik. Donc merci de nous le redire, et que c'est même possible dans des situations un peu extraordinaires, on va dire. Et justement, nous, on voulait voir, même si vous le dites un peu déjà là dans vos échanges, c'est quelle force ou quelle compétence ça vous a permis de développer, d'accueillir Isaac dans votre vie? Quelle force pour votre vie de couple, pour votre vie à deux? Quelle peut-être nouvelle ressource vous avez pu développer? Est-ce que des fois vous imaginez, tiens, si en fait Isaac avait été un enfant entre guillemets, vraiment grosse guillemets, normal, comme tout le monde, est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'on aurait de différent? Comment on serait en fait? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas acquis? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas développé? Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas donné autant d'amour à mon enfant ordinaire. C'est-à-dire que Isaac, quand il est arrivé, j'ai eu cet amour qui s'est manifesté encore plus puissant, et que j'ai donné, quoi, et que je donne encore, et que je donnerai demain, mais je pense pas que c'est le même amour que si c'était un enfant ordinaire. Il y en aurait pas eu autant, je pense. Moi, je dirais que Isaac, ce qu'il a réveillé en nous, en fait, un enfant différent, soit ça te sépare, soit ça te rend méga uni. Et c'est vrai. Et voilà, il y a plein de couples, moi, que j'accompagne avec M21, je vois ça tous les jours. Ça fait soit l'un, soit l'autre. C'est pas middle, en fait, parce que c'est tellement extrême comme situation, c'est tellement inédit comme situation. Donc, effectivement, nous, ça nous a rapprochés, en fait, mais vraiment, fois 8000, en fait. Et là, tu vois, on a fêté nos 7 ans, il n'y a pas longtemps, mais on a halluciné. Moi, j'étais émue de fêter ces 7 ans parce que je me suis dit, moi, ma crainte, ça a toujours été de dire,
ça doit être pas facile de durer dans le temps en couple parce que moi, je suis plutôt comparée à Vincent qui est pas du tout comme ça. Moi, je suis méga nostalgique de notre premier rendez-vous. Pour moi, c'est un souvenir tellement doux, tellement tendre. Je trouve ça incroyable, l'acte de tomber amoureux. Je trouve ça incroyable ce que ça procure dans l'être. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été une période qui a été difficile à passer avec Vincent, de dire, et quand on ressent plus ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois, d'avoir une 7 ans, d'avoir Isaac, 2 ans de parentalité ensemble, en fait, j'ai regardé Vince et je dis, mais en fait, je t'aime encore plus qu'au début. Et donc, ouais, c'est vrai, je crois que j'ai redécouvert Vincent d'une autre manière, j'ai redécouvert notre couple d'une autre manière. Ça nous a amené quelque chose de nouveau, et puis vraiment dans notre unité, je crois vraiment, en fait, que ça a enraciné notre unité, tu vois. Isaac, c'est notre projet, en fait. C'est notre projet, genre, on va témoigner de lui, on raconte notre vie ensemble, et du coup, on parle de notre couple, et du coup, on encourage les autres là-dedans. Et je crois que tout ça, ça amène beaucoup de positif dans notre vie, donc ça amène une force au quotidien. Moi, je dirais qu'en fait, ça amène de la joie. En fait, on a une joie de ouf, mais vraiment, genre, on est heureux. Genre, Isaac, il nous apporte tellement de joie dans notre foyer, dans notre vie quotidienne. Il nous fait marrer, genre, il est trop drôle. Et donc, c'est vrai que notre vie, elle est pleine de joie, en fait. Et c'est vrai on aime partager ça sur les réseaux, en fait, pour dire aux gens, mais en fait, vous pouvez avoir une belle vie avec un enfant différent, mais c'est toujours une question de choix. Voilà. Une décision. Ouais, c'est marrant parce que cette question de choix, quand on est rentré de la maternité, qu'on a passé la porte de la maison, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit, en fait. On n'a pas choisi Isaac, mais on va choisir d'être heureux. Et en fait, notre foyer, il est comme ça avec Isaac, et vraiment, c'est la joie permanente. Et le réveil et le coucher, c'est dans la joie. Donc, c'est du bonheur. Ça, c'est un super conseil à donner. On allait vous demander après un peu les conseils que vous donneriez justement à un couple qui nous écouterait et dont l'enfant serait différent. Mais là, vous venez d'en donner un. Je trouve que c'est de choisir. Est-ce qu'on s'en fait une croix? Est-ce qu'on s'en fait une dépression pour toute notre vie et en fait on va faire la gueule le restant de nos jours? Ou alors est-ce qu'on se fait le choix en fait d'être heureux avec cet enfant, avec cette famille particulière? Et mais évidemment que là on en parle comme ça et tout, on se dit ah oui bah facile de dire ça autour d'un micro, faire le choix, mais il y a une force en fait, hein. Et peut-être que derrière c'est un choix que parfois vous avez un peu lâché, et parce qu'on se doute bien que vous avez eu des moments difficiles, que il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où vous avez eu peur pour Isaac. Ça, on se doute bien que tout n'a pas toujours été rose, surtout dans les premiers mois. Mais je pense que votre choix, en fait, il vous rattrapait tout le temps, tous les deux, de l'avoir posé ensemble, de l'avoir verbalisé. C'était dans votre esprit. Moi, j'imagine que c'est comme ça que. C'est en tout cas, oui, le choix il est important parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit ça verbalement et donc c'est dit, et donc c'est sûr que ça acte quelque chose et ça acte comme un pacte, quoi. Après, il y a une certaine grâce qu'on a vécue dans notre famille, c'est-à-dire que à partir du moment où on est rentré de la maternité, on n'a jamais remis en question la trisomie 21, on n'a jamais remis en question Isaac, on n'a jamais eu des moments tristes ou des moments comme ça, c'est-à-dire où on se disait mais ça serait quoi si on avait un enfant qui serait pas porteur de trisomie, ce serait peut-être mieux, non? On n'a jamais dit, non, ouais. Ces mots-là sont jamais sortis de notre bouche et sont jamais venus à notre tête. Ce serait même, je me souviens qu'il y a un jeune qui m'a demandé, et si on te donnait la possibilité d'enlever la trisomie 21 d'Isaac, tu le ferais ou pas? Je dis franchement non, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la particularité d'Isaac et qui fait que notre vie de famille est particulière aussi, et que j'aime Isaac comme ça. Et puis tu vois, Swazik, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait c'est un choix qui est tout le temps renouvelé, c'est-à-dire moi je t'ai rencontré parce que j'ai découvert tes carnets. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, ok, tu sens en ce moment que ton couple il tangue un peu, que ça va pas trop, c'est un peu la tempête. Et hop, tu prends ton petit carnet, tu te poses et tu dis à ton mari, là ce soir, t'as pas envie, mais je vais t'obliger. En fait, on va parler. Sauf que la dernière fois, c'est le mari qui l'a fait. Waouh, j'adore. Tu vois, attends, j'ai fait un truc, je raconte ça, c'est très drôle. Vas-y. Alice est venue, c'est vrai qu'il faut reconnaître. C'est Alice qui vient avec tes carnets et qui me dit, Vincent, ce soir on fait ça. Et donc moi, c'est vrai que parfois je traîne des pieds. Et là, je prends le carnet et il y a écrit merci de préparer le truc genre 2-3 jours avant, quoi, de prendre le temps de remplir le carnet. C'était celui de la nouvelle année là. Ah oui. Et donc là, je me dis chouette, j'ai une porte de sortie. Je lui dis regarde, il fallait le préparer. Donc on se renote un rendez-vous. Donc on se fait un rendez-vous 2-3 jours après. Mais moi, j'avais noté dans mon to-do de le faire, donc j'ai pris 2 heures de mon temps pour faire ça. C'était d'ailleurs merci parce que c'était un magnifique moment pour moi. Et le soir, fièrement, je dis Alice, c'est bon, t'as fait ton truc? Et elle me fait, oh non, pas du tout. Oh. Et elle me dit, bon,
Je le fais là tout de suite en 10 minutes. Je dis, ah non, tu fais pas 10 minutes. Tu vas prendre 2 heures de ton temps demain, donc on se revoit la semaine prochaine, ok? En tout cas, tout ça pour dire, c'est toujours un choix de prendre soin de ton couple et de dire, en fait, ok, en ce moment, genre là, on a mal communiqué, il y a eu cette histoire à l'hôpital, on a dû emmener Isaac, on s'est pris la tête, il y a eu un rendez-vous médical, on s'est mal parlé. En fait, quand t'as un enfant différent, t'as pas une vie comme les autres, donc tu vas avoir, oui, peut-être plus de disputes et plus de moments où tu vas pas être d'accord. Du coup, en fait, voilà comme une chance pour ton couple de dire, ok, en fait, on va encore plus prendre soin de nous et on va encore plus parler et encore plus, en fait, développer notre amour parce qu'on est une équipe. Et je termine en disant la chose qu'on dit toujours, et moi, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais en fait, t'es deux au moment de faire l'amour, t'es deux au moment de faire le bébé, et en fait, faut être deux dans la vie quotidienne. Et il faut être deux quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des choix à faire, quand il y a des choses pour se porter, pour se réconforter. Et je crois que il y a un énorme mouvement féministe qui prend le monde et qui est merveilleux, mais je crois qu'en fait, il est surtout là le mouvement à avoir pour en fait, et la femme et l'homme, de dire en fait, on est deux. Donc, faut être deux. Oui, tu le dis. Ouais. Et ça transpire là dans ce que vous pouvez dire, le côté de faire équipe. Tu l'as redit à plusieurs reprises et justement là, j'étais juste curieuse que vous parliez que vous travaillez ensemble professionnellement. C'est quelque chose qui est arrivé avec l'arrivée d'Isaac justement, ou c'était déjà présent avant? Comment ça a joué là sur votre vie professionnelle et le faire équipe? Le terme de faire équipe, c'est vraiment Isaac pour le coup. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que même on parle de partenaires quand on parle des professionnels qui accompagnent Isaac. On cherche des bons partenaires, c'est-à-dire la crèche c'est un bon partenaire, la kiné c'est un bon partenaire, et on s'encourage comme ça en disant super, bravo l'équipe, on a réussi cette période, on a réussi ça. C'est vraiment avec Isaac parce qu'on a senti qu'on allait devoir y mettre une force supplémentaire. Et que comme dans toute équipe, parfois le collègue, il a peut-être pas assez de force et il faut l'encourager. C'est un peu ça, c'est un peu une équipe on s'encourage et on se félicite. Et pour le travail ensemble, en fait, quand on s'est rencontrés, moi j'étais étudiante et Vincent bossait, mais en fait très vite dans notre couple, on sont arrivées des discussions de se dire en fait on passe notre vie au travail et moi, donc j'étais hyper fleur bleue, machin, et je regardais Vincent, je disais, mais en fait, moi, j'ai envie d'être toute la journée avec toi. Parce que je t'aime, parce que t'es l'amour de ma vie, je suis amoureuse de toi, donc je vais travailler avec toi. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de rentrer le soir chez moi et que tu me racontes ta journée où, en fait, on s'est pas vu, quoi. Sinon, en fait, on va passer notre vie à jamais se voir. Donc, en fait. Tu dis moins ça maintenant quand on va au bureau. Donc, en fait, notre travail ensemble, il a vraiment démarré comme ça. C'était à la fois un très grand désir ensemble d'œuvrer dans un projet, de créer un projet ensemble. Il y avait ça très fort dans notre couple, de créer quelque chose ensemble avant de se marier. Parce c'est très important pour nous de créer quelque chose avant de se marier aussi. Un peu, tu vois, une focus, c'est notre premier bébé, tu vois. Et en fait, voilà, le fait de dire, en fait, on a envie d'être ensemble. Et je reconnais que travailler ensemble, ça te met très vite aussi face à tes limites, hein. Ça te met très vite face aussi à ce que la capacité et tout. Donc, ce que ça a développé de positif pour nous, c'est une capacité très rapide à savoir se demander pardon. Parce que du coup, en fait, quand tu travailles ensemble, non, t'arrives pas devant tes collègues, alors que toi, tu t'es fighté 5 minutes avant, tu te demandes pardon avant de démarrer la journée parce que sinon t'es pas bien. Donc, c'est vrai que du coup, on se demande pardon vite. Donc ça, c'est ce que ça a développé de positif. Ce qui est difficile, c'est oui, il y a des journées quand on supporte pas, il y a des plein de moments où on n'est pas d'accord et tout. Donc, il y a des confrontations, ça c'est sûr. En plus, on est des ultra créatifs tous les deux. Mais du coup, effectivement. Et puis on a des gros caractères aussi. On a des gros caractères. Mais en tout cas, voilà, travailler ensemble parce que la grande volonté d'être souvent ensemble. Voilà, c'était ça en fait. Mais c'est chouette parce que on a découvert aussi un peu. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai découvert des qualités d'Alice, tout comme elle a découvert mes qualités. Il y a aussi quelques défauts que j'ai et elle en a beaucoup plus que moi. Bien sûr. Et est-ce que alors pour finir, ça va pas être facile, je pense, parce que vous aimez bien développer, mais est-ce que vous pouvez nous donner 3 conseils aux auditeurs pour demeurer un couple quand on accueille un enfant différent? 3 conseils, vous avez mis en place, bam, bam, bam. Franchement, vous faites déjà ces 3 choses-là et ça va vous aider à rester un couple dans cette situation. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. S'aimer et s'aimer. Non, et alors, s'aimer pour le 3e. Je vais faire un peu ça. Non, alors oui, s'aimer parce que c'est l'amour qui permet de fédérer notre famille et qui permet de la porter. Communiquer parce que on a besoin des mots pour pouvoir avancer. On a besoin d'échanger, on a besoin de se parler, on a besoin d'exprimer. Même si certaines fois les garçons voudraient rester dans notre cave, on a besoin de parler. Il faut le dire, il faut se pardonner parce que
et se demander pardon, parce que je pense que oui, on fait des erreurs, oui, parfois on a mal fait quelque chose et on a besoin du pardon pour pouvoir avancer aussi. Moi, je dirais développer l'amour, développer le sentiment amoureux, prendre soin de ça, prendre soin de cet aspect, de vraiment développer l'amour quotidiennement. Beaucoup s'écouter, beaucoup s'écouter. Donc, ça veut dire évidemment prendre soin de la communication, beaucoup écouter l'autre dans ce qu'il ressent et prendre soin de la sexualité. Parce que ça, c'est tellement important dans le couple et on a tellement tendance à le mettre de côté, surtout quand on a un enfant différent, on a une vie plus fatigante et c'est un aspect qui peut passer à la trappe et il ne faut pas que ça passe à la trappe. Donc, moi, je dirais, voilà, développer la tendresse et prendre soin de sa sexualité. Bon, canon, on a eu 6 conseils pour le prix de 3. Mais merci beaucoup. Franchement, on est comblés. Ouais. Moi, je voulais juste vous redonner que vous êtes vraiment un couple très inspirant. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous entendre là. Et tout ce que vous dites, je pense que c'est adaptable pour tous les couples d'enfants réellement. Même ce que vous avez dit là comme conseil qui était très important, de dire qu'il n'y a pas de rituel figé, que faut se remettre en question tout le temps, faire un point chaque semaine parce que tout est en mouvement. Et en fait, c'est comme si vous étiez comme si tout était en amplifié, comme s'il y a plus d'intensité dans votre vie. En fait, c'est la conclusion, moi, que j'ai de vous entendre. En fait, c'est une grande intensité, en fait, dans tout. Oui, c'est vrai. Quand on vous suit, on voit que vous rayonnez tous les deux et là, les auditeurs ne vous voient pas, mais je pense qu'ils vont l'entendre à votre voix. Il y a vraiment quelque chose qui rayonne. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir comme ça à notre micro pour témoigner. Et puis, des gros bisous à Isaac, voilà, que je meurs d'envie de rencontrer et de prendre dans mes bras. Donc, j'espère que ça se fera très bientôt pour nos futurs projets ensemble, Alice. Et puis, bonne continuation, en tout cas, pour tous vos projets. Nous aussi, on voudrait juste te remercier et remercier ce que tu fais, ton projet, parce que c'est vrai que ça nous a pas mal aidé aussi. Ouais, merci Xavier Love-Date, merci Swazig, merci Marie-Lise. Merci. Et puis, le mot de la fin, vraiment, pour tous les couples qui nous écoutent, c'est en fait, les amis, la vie, elle est tellement courte. Aimez-vous! Bon, elle parle trop bien. Elle parle trop bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute derrière ça? Nous, on a juste à remercier tous les auditeurs et puis à se donner rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.